Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de la radio-télévision Renaissance pour ce énième numéro de l'émission Dimanche Politique. Je rappelle que cette émission passera également à la radio Renaissance, bien sûr, 102.5 FM, et retranscrite sur l'ensemble de nos supports, à savoir Matin Équatorial, la Tribune du Grand Sud, la Saga, l'Objectif et le Témoin. L'invité de ce dimanche s'appelle Justin Ndundangoy. Il est ancien ministre de la République, ancien député à l'Assemblée nationale, aujourd'hui président de la plateforme dénommée Horizon. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Teddy Obiancourt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui en exclusivité. Vous sortez fraîchement de prison. On va d'abord revenir sur cette actualité. Qu'est-ce qui vous a envoyé en prison? Eh bien, je vous remercie. C'est l'occasion pour moi d'édifier, d'éclairer la lanterne des uns et des autres. J'ai été inculpé pour instigation au détournement de la somme de 1,4 milliard au sein de l'OPRAG. L'inculpation dit que j'aurais instigé l'ancien directeur financier de l'OPRAG, notamment le dénommé Julien Ngongo Orono, au détournement de la somme de 1,4 milliard. J'ai été inculpé secondement pour avoir perçu des rétrocommissions, donc à titre de concussion, et avec les 1,4 milliard et les 100 millions, le juge a estimé que j'avais acquis des biens meubles et immeubles et que cela faisait l'objet d'un autre délit qui est le blanchiment des capitaux. Et par la fin, elle a identifié un autre délit, selon elle, de l'association des malfaiteurs. Donc je me serais entendu avec le dénommé Ngonga Orono pour commettre les 10 délits. Et ça, c'est la première inculpation au niveau du premier cabinet d'instruction. Au niveau du deuxième cabinet plutôt, au niveau du premier cabinet d'instruction spécialisé, j'étais par la suite inculpé pour avoir détourné la somme de 162 millions au préjudice de la marine marchande. D'accord. Vous vous reconnaissez dans tout cela? Bien, il faut déjà dire que les différentes inculpations ne devraient même pas exister. Parce que le Gabon est doté d'un corpus de textes qui amène à ce que ce soit les enquêteurs au niveau de l'enquête préliminaire, donc le B2 ou la DGR, ou au niveau de l'instruction ou du parquet, on ne devrait même pas m'interpeller. Pourquoi? Parce que nous disposons dans ce pays d'une loi organique sur la loi des finances et des budgets. Elle date de 2010. Nous disposons au Gabon de 2 décrets. Le premier est le décret portant sur la réglementation de la comptabilité générale. D'accord. Le deuxième décret est sur le régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics. À la lecture de cette loi et de ces 2 décrets, qu'il y ait eu infraction ou délit commis au sein de l'OPRAG, ce n'est pas Justin Ndundangoy qu'on devrait rechercher. Les décrets sont tellement clairs qu'ils stipulent que ne peut être tenu pour responsable d'un détournement d'argent au sein d'un organisme public tel que l'OPRAG ou l'administration publique, l'ordonnateur du budget, donc le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire. D'accord. Or, dans la situation qui me concerne du moins, ni le directeur général, ni l'agent comptable, ni le comptable public n'ont été interpellés, n'ont même pas été entendus, mais la justice s'est jetée sur moi en disant que j'étais auteur de ces découvertes. Vous avez instigé. Voilà que vous êtes sûr que vous n'aviez pas donné des instructions à l'époque à ces différents responsables en tant que ministre des Transports? Déjà pour vous édifier encore davantage, le dénommé Ngonga Julien Ngonga Orono, j'ai fait sa connaissance le 7 mars au sein de la prison centrale de Libreville. Donc nous ne nous connaissions même pas. Nous avons fait connaissance au sein de la prison. Et donc comment pourrais-je avoir instigé quelqu'un que je ne connaissais pas au détournement? Et en plus de ça, au sein de l'OPRAG, vous avez un système de double signature. L'ordonnateur, c'est le directeur général et non le directeur financier. Et l'OPRAG est un établissement à caractère industriel et commercial doté d'un conseil d'administration. Et le ministre n'a pas vocation à interférer ou à s'ingérer dans la gestion de l'OPRAG. D'accord. Alors, est-ce que quand vous étiez
quand vous êtes sorti du gouvernement, au regard de ce qui est arrivé à Christian Patrici Tanaza, Badinga, Brice Lacruche Alianga et les autres, vous saviez même depuis l'Assemblée nationale que vous serez arrêté un jour. Est-ce que vous avez eu des rumeurs dans ce sens? Bien, ce que je dois dire, comme ce sont des faits qui se sont produits devant l'ensemble des membres du gouvernement, à 2 reprises, j'ai été traité de voleur par le Premier ministre Julien Koké-Bécaye. À 2 reprises. La première occasion, c'était lorsqu'il s'agissait de solliciter la somme de 40 millions de francs CFA. Nous venions de sortir de la liste noire de l'Union européenne, et donc, plutôt la liste noire non, nous n'étions pas encore sortis de la liste noire de l'Union européenne. Nous avions été notés auparavant par l'OACI. L'OACI, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. Nous étions, avant mon arrivée, à un taux de 26% de conformité avec la procédure, la réglementation internationale. Et nous avons travaillé d'arrache-pied, nous sommes passés de 26% à 76%. Donc ce qui nous a mené automatiquement à solliciter la sortie du Gabon de la liste noire de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est partie prenante de l'Organisation internationale pour l'aviation civile. Et donc, étant sorti de la liste noire, ayant obtenu plutôt 76% de taux de conformité avec les bonnes pratiques dans le domaine, nous avions simplement sollicité la somme de 40 millions de francs CFA pour nous rendre à Bruxelles et pour défendre la sortie du Gabon de la liste noire de l'Union européenne. Parce que le Gabon ne pouvait plus demeurer dans la liste noire de l'Union européenne à partir du moment où l'instance fêtière qu'est l'OACI nous avait déjà sorti la liste noire. Et j'ai été étonné ce jour, lorsque j'ai prononcé le discours, parce qu'on vous donne la note de communication plutôt, lorsque j'ai donné ma note de communication, j'étais traité de voleur. Par le Premier ministre Julien Koké. Donc vous étiez le ministre? J'étais ministre et c'était en conseil interministériel devant tous les ministres. Et il m'a dit ce jour-là que vous voulez les 40 millions pour les voler, comme vous avez pour habitude de voler l'argent au niveau du chemin de fer. Ça, c'est la toute première accusation. Est-ce que vous avez eu des problèmes au préalable? Ça, c'est la toute première accusation. La deuxième accusation, lorsque nous avons procédé au lancement des travaux pour la construction d'un suppresseur au niveau du 2e arrondissement de Franceville, cette activité a été accompagnée par le lancement des travaux pour la construction de la route, la réhabilitation et aménagement de la route de Alanga-Boumi, suivi de quelques activités que nous avons menées au niveau des différents lycées de Franceville. Lorsque je suis revenu à Libreville, j'étais accompagné pour la circonstance des autres membres du gouvernement originaires de Haut-Ogooué qui étaient là-bas, qui séjournaient, non pas pour ces projets, mais comme étant sur place, solidarité gouvernementale oblige, j'ai convié mes frères pour dire, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez m'accompagner dans le lancement de ces travaux? En tant que ministre de la localité. Voilà, en tant que ministre de la localité. Et j'ai été surpris, lorsque nous revenons au conseil d'interministériel, le Premier ministre, il s'est fermement pris à moi, et il a dit qu'il me mettrait la DGR derrière pour que je démontre où je trouve de l'argent. Je suis un voleur, et je suis vraiment des propos que... Écoutez. Et donc, à partir de ces propos, pour répondre à votre question, je savais déjà qu'il y avait plus ou moins de velléité d'arrestation, de velléité de poursuite. Mais encore que ces projets n'ont pas été financés par Justin Dangoye. La bâche d'eau, le suppresseur a été financé à 100% par la SEG, avec les prestataires de la SEG. La route Alanga-Boumi a été financée par la provision pour investissement diversifié du domaine pétrolier. Ça a été géré par le ministère du pétrole et non par le ministère des Travaux publics. Nous n'avons fait que lancer les travaux. Au niveau des établissements de Franceville, ce sont les intervenants du domaine ferroviaire qui m'accompagnaient à Franceville pour la prospection sur la réhabilitation du centre de formation au métier ferroviaire de Franceville. Ils m'ont accompagné dans cette visite et ils ont vu que j'étais en train de construire, c'était des vestiaires pour les étudiants, les élèves du moins que nous étions en train de faire. Et par la suite, on a visité les lycées et ils m'ont dit, monsieur, on va vous accompagner, on va refaire cela à notre compte. Donc, à aucun moment, un franc ne serait sorti de la poche de Justin Dangoye pour financer. Voilà, pour que je sois soupçonné de détournement de fonds. Et donc, votre question, je vous dis, la seule fois où j'ai entendu parler de détournement de fonds, où j'étais du moins vraiment cloué au pilori devant l'ensemble des membres du gouvernement, c'est lorsque M. Julien Koké-Bécaye, Premier ministre de la République, du gouvernement, Premier ministre étant mon patron, qui m'a indexé publiquement devant l'ensemble des membres du gouvernement que j'étais un voleur. D'accord, mais on vous a quand même posé un certain nombre d'actions. Vous étiez généreux à une certaine époque. Vous veniez en aide à certaines personnes. Je suis tenté de poser la question, où venaient de ces sources de financement? Écoutez, au sein du gouvernement, il y avait une politique où nous disposions de fonds politiques. Ces fonds étaient des fonds mensuels. C'est combien? Ça dépendait.
Ça dépendait de l'envergure du poste ministériel. Vous touchez combien et c'était, je vais vous répondre, et c'était la discrétion du président de la République. Les 4 ou 5 premiers mois, on me donnait 40 millions par mois. D'accord. Et les mois qui suivaient, je pense qu'on est passé à 20 millions, après 15 millions. Voilà, donc j'ai touché cette prime peut-être sur 12 mois. Cette prime, son appellation, c'est fonds politique. Et quand je prenais cette prime, je la réaffectais aux activités politiques. Les Gabonais demandaient quoi? Les Gabonais ne demandaient pas des maisons. Les Gabonais, quand ils venaient vers moi, c'était soit ils avaient une ordonnance pour s'acheter des médicaments, soit ils avaient des problèmes de frais de scolarité, soit ils avaient des petits soucis de santé. Pas grand-chose. Mais quand vous disposez de 20 millions, et que ces 20 millions sont affectés aux populations, comme le veut la désignation, l'intitulé de la prime politique. Mais comment ne pas être plébiscité lorsque vous distribuez 20 millions à hauteur de 100 000, 50 000, 20 000, peut-être parce que d'autres aussi ne faisaient pas comme vous, ils n'étaient pas au devant de la scène. Non, il ne s'agit pas d'être au devant de la scène, il s'agit d'intégrité. Cette prime était une prime destinée à la politique du président, accompagner le président de la République. Et moi, c'est ce que je fais. Au regard de tout cela, est-ce qu'on peut dire que la justice est impartiale en République gabonaise aujourd'hui? Bien, ce qu'il faut déjà dire sur les 1,4 milliard, je reviens sur les 1,4 milliard, parce que je vous ai présenté la forme de la chose, ce que sur le plan légal, selon les lois qui régissent les finances de ce pays, je ne devrais même pas faire l'objet d'une quelconque poursuite. Parce que la loi, elle est claire. Les décrets sont clairs. Les textes d'application sont clairs. On n'interpelle pas le directeur général, on n'interpelle pas l'agent comptable, on n'interpelle pas le contrôleur financier, que ce soit dans le domaine de l'OPRA comme celui de la marine marchande, on se jette directement sur Justin Doudangoye en disant il a instigé. Mais à la vérité des faits, qu'est-ce que l'on peut retenir? On va retenir que sur les 1,4 milliard, eh bien, les 1,4 milliard, c'est un reliquat de TVA que l'OPRAG devait reverser à l'État gabonais. Et ce reliquat figure déjà dans les comptes annuels de l'OPRAG de l'exercice 2017. Donc en 2017, vous avez les 1,7 milliard que le commissaire au compte de l'OPRAG déclare comme étant des arriérés de la dette TVA vis-à-vis de l'État. En octobre 2018, une année après, la direction générale des grandes entreprises, dont le directeur de l'époque était M. Ghislain Kouchobi, a facturé l'OPRAG à hauteur de 1,7 milliard. Le directeur général de l'OPRAG, c'était M. Saïd Abeloko. Donc, comment dirais-je, la direction générale des grandes entreprises, donc les impôts, ont facturé 1,7 milliard. En facturant les 1,7 milliard, l'OPRAG ne disposant pas d'assez de ressources, ils ont fait un montage, ils ont dû casser des DAT, ils ont collecté, ils ont rassemblé de moins la somme de 1,4 milliard. Ça a été une avance. Et cette avance a été domiciliée, payée dans le compte République gabonaise Trésor public, domiciliée à la banque gabonaise, dans la BGFI Bank. À aucun moment, cela ne concernait les poches de Justin Doudangoye. Donc il n'y avait aucun lien. Il n'y avait aucun lien. Et la Cour de compte, qui est maître à la matière plutôt, pour le contrôle de la conformité, la reddition des comptes, a commis un audit. Et cet audit a révélé, au vu des documents, que cet argent a été effectivement affecté au paiement des impôts et que l'argent est dans un compte intitulé République gabonaise Trésor public et ce compte appartient à l'État gabonais. Donc il ne s'agissait pas de Justin Doudangoye qui serait allé voler ou instiguer au détournement de la somme de 1,4 milliard. Donc les 1 milliard existaient quand même, comme vous le dites, quelque part. Mais ça existe, l'État a consommé cet argent. D'accord. Donc l'État a bien consommé cet argent. Le milliard n'est pas rentré dans vos comptes. La Cour de compte le dit, d'accord. Les documents le disent, et moi je l'affirme aujourd'hui. D'accord. Justin Doudangoye, une seule question. Est-ce que vous êtes milliardaire? Non, pas du tout. Vous êtes quand même millionnaire, multimillionnaire. Mais millionnaire, c'est à partir, multimillionnaire, c'est à partir de 2 millions. D'accord. 3 millions, on devient multimillionnaire. Donc vous n'êtes pas milliardaire aujourd'hui? Je ne suis pas milliardaire. Je le répète, je l'affirme. Nous avons des services de renseignement les plus performants. Parce que j'ai été confronté à ces services et j'ai vu la qualité du travail qui a été fait. Vous voyez? Donc, ils sont mieux placés pour dire ce qu'ils ont retrouvé dans les comptes de chacun. Pour l'opération Scorpion, ce qu'ils ont pu trouver comme document, comme preuve attestant de mouvement de fonds. Déjà, en tant que ministre des Transports, nous n'avons disposé d'aucun budget.
Comment allez-vous détourner de l'argent que vous n'avez pas? D'accord, on a entendu vos avocats le dire à plusieurs reprises que nous avons interviewé au niveau du tribunal de première instance de Libreville, mais beaucoup de vos détracteurs n'hésitaient pas à dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quoi la fumée? C'est quoi le feu en la matière? Il s'agit d'une accusation simple. Lorsqu'on dit que vous avez détourné une somme d'argent, l'argent n'est pas comment dirais-je, il y a une traçabilité. Je suis comptable de formation. Il y a une traçabilité. Et c'est ce que je demandais à l'Assemblée nationale. J'avais dit à l'Assemblée nationale, au regard du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, au regard de prérogatives de l'Assemblée nationale, dont jouit l'Assemblée nationale, notamment dans les différents documents dans les différentes lois que je vous ai mentionnées, menons une enquête parlementaire. D'accord. Et on saura, on va établir les responsabilités. Mais bizarrement, personne ne m'a écouté, tout a été rejeté. Et mon immunité a été levée, manu militari. J'ai été convoqué par voie du CIE à 8h30. À 10h, j'ai été entendu. Et même à 10h, je n'ai même pas été entendu. On m'a demandé de passer aux aveux. À 10h. Et à 14h, on a levé mon immunité parlementaire. Que voulez-vous que je vous dise? Et par la suite, les heures qui ont suivi, on vous a arrêté? Les heures qui ont suivi, effectivement, j'ai été arrêté. Je suis allé à la DGR. Je séjourné à la DGR pendant 2 jours. Je n'ai jamais été entendu à la DGR. Et pourtant, c'est bien cette entité de police qui m'a interpellé à Port-Gentil, qui m'a interpellé à Malinga. Je n'ai pas été... On va y revenir. Voilà, je n'ai pas été entendu à la DGR pour faute de dossier. D'accord. Il n'y avait aucun dossier concernant Justin Ndoundangoye au niveau de la DGR. Or, pour vous le souligner déjà, la plainte qui a abouti à l'arrestation, à l'interpellation de tout ce que vous pouvez qualifier de détenus scorpions, ou du moins des blagues, comme on le disait à l'époque, cette plainte, Madame l'agent judiciaire de l'État l'a adressée à la DGR. Et vous voyez qu'on me lève l'immunité parlementaire, je vais à la DGR, je fais 3 jours, personne n'est capable de m'entendre sur quoi que ce soit. Parce qu'il n'y avait aucun document, aucune charge mise à mon encontre. À votre encontre. Est-ce qu'aujourd'hui, votre immunité parlementaire avait été levée dans les règles de l'art? Pas du tout. Ça n'a pas été levé dans les règles de l'art. Il y a un vice de procédure à terme. Il y a un vice de procédure. Pourquoi? Premièrement, je n'ai pas disposé du délai de préparation. Parce que c'est ce que je demande au président de la commission ad hoc qui avait été mise en place pour la circonstance, c'était de disposer du dossier de la cause, donc le dossier d'accusation, avec les faits, et de disposer d'un temps de préparation pour me défendre. Or, ça a été une chasse à l'homme, ça a été une battue qui a été organisée contre Justin Ndoundangoye pour me persécuter, alors que je demandais la mise à disposition pure et simple du document des charges. Des charges. Et d'ailleurs même, lorsque j'arrive en salle, le fameux 26 décembre, mes collègues députés, vous savez ce qu'ils m'ont posé comme question? Ils n'avaient pas de dossier. Ils m'ont juste dit, monsieur Ndoundangoye, passez aux aveux. Mais alors que ce sont eux qui sont passés à la chaîne 1, ce sont eux qui ont mis les communiqués dans l'Union, mais ils n'avaient disposé d'aucun dossier. D'aucun dossier. Aucun dossier. D'accord. Ça a été une commande express pour l'emprisonnement de Justin Ndoundangoye. Qui a commandé cela expressément pour l'emprisonnement de Justin? Je ne peux pas lire dans le noir du café. D'accord. Je ne peux pas lire dans le noir du café. Ce sont les faits. De par des responsabilités que vous avez occupées dans ce pays, vous avez quand même des retours. Je n'ai pas de retour, rien n'est avéré. Rien n'est cloué dans... Vous n'êtes pas un serviteur de l'État en phase embryonnaire quand même, monsieur le ministre. Écoutez, oui. En matière pénale, c'est la preuve. Je n'ai pas de preuve qu'un individu se serait levé pour m'accuser. D'accord. Je n'ai pas de preuve. Je pense que vous voulez faire allusion à notre maman et à notre frère qui séjournent aujourd'hui en prison, mais je veux vous dire clairement que je n'ai aucune preuve. Moi, je me bats contre les faits qui ont été mis à ma charge. Je me bats à justifier ces faits. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'aujourd'hui, il me reste en gros 120 millions sur les 2 milliards pour lesquels j'étais poursuivi. Il me reste 120 millions. Et pour les 120 millions, 20 millions c'est la marine marchande, 100 millions c'est le dossier qu'on peut appeler le dossier au Prague. Les preuves sont disponibles. Je n'attends que la justice fasse son travail pour me convoquer et me dire, monsieur Ndoundangoye, nous sommes en chambre d'accusation. Est-ce que vous pouvez nous apporter les documents relatifs aux différentes infractions qui restent à lever? Ces infractions seront levées parce que la preuve est maîtresse de la sentence. Il n'y a aucun débat dessus. La preuve est maîtresse de la sentence. Au regard de ce que vous avez vécu, est-ce que vous croyez en la justice gabonaise? Je crois à la justice gabonaise. Malgré ces procédures bafouées? Je crois. Pourquoi? Vous savez, on ne peut pas verser l'eau et le bébé en même temps. D'accord, un proverbe africain. Ces magistrats sont très compétents.
Mais vous savez, dans ce pays, par le passé, on a joué avec les faiblesses des gens, des uns des autres. On a joué au chantage, on a menacé pour contraindre les gens, les gens à faire ce que l'on veut. Le dictat, ça a été une dictature. Parce que quand je discutais avec ces magistrats, ils arrivaient à me restituer les faits en me disant « Monsieur Ndulango, vous n'avez rien à faire ici. » D'accord. Monsieur Ndulango, vous n'avez pas un parent. Monsieur Ndulango, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont en haut? Mais j'ai compris qu'ils étaient faibles. Ils étaient faibles. Mais je ne sais pas sur quoi ils étaient tenus, mais je ne peux pas croire. Est-ce qu'ils vous ont quand même donné le nom de celui qui était en haut, puisque ça venait du haut? Ça venait de Kiali? Mais non, il y a la séparation de pouvoir. On a un principe de séparation de pouvoir dans ce pays. On a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Vous pensez que c'est effectif sur le terrain? Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez raison, quelles que soient les commandes faites, vous finirez. Lorsque vous avez toutes les preuves qui vous disent que, quel que soit l'acharnement que l'on peut mettre en place, on ne peut pas éluder le fait que les 1,4 milliard sont un fait clair. C'est un avis de mise en recouvrement qui a été mis par le Trésor public. C'est un virement qui a été exécuté par le PRAG au bénéfice de République gabonaise Trésor public. Et c'est à la fin une quittance qui a été délivrée pour justifier de l'effectivité du paiement. Mais quand vous avez ces documents, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelles que soient les pressions que vous allez mettre, les magistrats ne feront rien. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça vous donne encore... est-ce que vous avez un goût amer de pouvoir revenir aux affaires au niveau où vous avez été hier, de par ce que vous avez vécu par... Non, ce sont les étapes de la vie. D'accord. Je vous réponds simplement que ce sont les étapes de la vie. Il faut savoir encaisser. Vous êtes prêt à devenir ministre si le président vous fait confiance? Je suis Gabonais. J'étais formé par le Gabon, aux frais du Gabon. D'accord. Alors, juste avant la levée de votre immunité parlementaire, on vous a vu dans un premier temps, on vous descendait de l'avion au niveau de Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, et puis dans un poste de contrôle à Malinga. Vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous venez de le dire. Pourquoi avez-vous tenté de fuir la justice gabonaise? Déjà, pour faire simple, vous dites clairement que j'ai tenté de fuir... vous posez la question, pourquoi j'ai tenté de fuir la justice gabonaise? Vos confrères de l'Union avaient sorti leur numéro, je pense celui du 9 décembre 2020, en disant le cas Justin Ndulango. Il n'y a jamais eu de cas Justin Ndulango. Je suis allé à Port-Gentil, j'ai pris un vol commercial africain. Je suis arrivé à Port-Gentil, j'ai séjourné pendant 4 jours à Port-Gentil. Le jour où je devais aller sur Pointe-Noire, je ne l'ai pas fait en catimini. Je suis arrivé au niveau de l'aéroport de Port-Gentil. J'ai fait et accompli toutes les formalités d'enregistrement, les formalités de sécurité, de sûreté. J'ai été installé à la salle d'attente. La salle d'attente, j'ai passé près de 45 minutes parce que la compagnie Equaflight, la compagnie congolaise, a connu un retard. 45 minutes en salle d'attente. L'avion a fini par atterrir. J'ai embarqué. Quand vous embarquez, on prend votre carte, on vérifie tout, est-ce que vous êtes à jour? Et pendant tout ce temps, vous avez au niveau des aéroports du Gabon, vous avez la PAF, la police des airs et des frontières. Vous avez la gendarmerie. Vous avez l'Office national de la facilitation et la sûreté des aéroports du Gabon. Vous avez la SECNA. Et vous avez tous les Gabonais qui y sont. Ils m'ont bien pris là, assis pendant 45 minutes. Et quand j'embarque, on sort de l'aérogare, on se met en bout de piste. Au moment où, comme c'est un petit avion, vous pouvez écouter les communications entre le pilote et la tour de contrôle. Et au moment où le pilote demande l'autorisation de décoller, c'est à ce moment qu'on dit non, il faut revenir au niveau de l'aérogare parce qu'il y a une procédure de vérification en cours. Et c'est à cet instant que je vois des agents qui embarquent même dans l'avion en violation de la loi, en violation de la réglementation, et qui m'interpellent en me disant qu'ils sont en recherche et que je serais... que l'on devait m'interpeller sur ordre de la présidence de la République. Et je demandais qui à la présidence de la République. On ne m'a pas donné le nom. Et je dis aux agents que j'étais député et que je disposais de l'immunité parlementaire. Ils m'ont dit non, ça ne nous concerne pas, nous avons reçu une instruction, c'est de vous arrêter. Ils m'ont arrêté, ils m'ont conduit à l'aérogare. À l'aérogare, ils m'ont conduit au poste de la DGR. Au poste de la DGR, les agents n'avaient aucune information sur moi. Ils ne savaient pas quelle est la question qu'il faut poser. Et par la suite, un coup de fil a intervenu. On nous a demandé de revenir sur Libreville. Nous sommes arrivés à Libreville, on arrive au tarmac, ici à Libreville. Je reçois une convocation au pied de l'avion. Une convocation.
que je devais me présenter chez le juge d'instruction. Et on me demande de rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Le lundi, où je devais être chez le juge d'instruction, après concertation avec les avocats, nous avons décidé de repousser l'audition à mercredi. Mercredi, j'arrive en audition. Le juge d'instruction, premier cabinet spécialisé d'instruction du tribunal de Libreville, me fait comprendre qu'il n'y a aucun dossier à ma charge. Il a clairement dit. Il a clairement dit qu'il n'y avait aucun dossier à ma charge. J'ai été entendu à titre de renseignement, à titre d'information. Raison pour laquelle, lors de cette audition, mes deux avocats n'ont pas assisté. Parce qu'il n'y avait aucun dossier. Après l'audition, je suis rentré chez moi. C'était des questions générales. Avec qui avez-vous travaillé lorsque vous étiez ministre? Et on vous a vu quand même au mariage, à un mariage au soir. Mais c'est normal. Vous étiez en train de festoyer. Lorsque j'étais interpellé. Beaucoup estimaient que vous étiez en train de narguer la présidence. Non, mais ça c'est lorsque le dossier est faux. Lorsqu'on n'a pas des arguments. On cherche la petite bête. Je suis rentré de Port-Gentil. J'étais escorté comme un vulgaire bandit de Libreville à Port-Gentil par 2 agents armés. Vous imaginez? Alors qu'il n'y a aucun dossier constitué contre moi. Il n'y a aucune preuve. Et quand j'arrive au pied de l'avion, on me dit rentrez chez vous. Au moment où je vais rentrer chez moi, on me fait comprendre que mon neveu est en salle de fête parce que c'est le jour de son mariage. Mais je ne me reproche de rien. Je vais directement à la fête. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. J'ai dansé sur un morceau de pièce Prince Kiala. Mais il y avait quand même une coïncidence. Hein? Non, c'est pas. Vous me cherchez pour Non. D'accord. C'est peut-être la circonstance ou la coïncidence, comme vous le dites. Mais la vérité, elle est simple. Ce que Prince Kiala a participé à ma campagne pour les législatives. Et au sortir de la campagne. Dans le 2e arrondissement de la commune de Franceville, il faut le préciser. Voilà, au sortir de la campagne, il est venu me voir qu'il avait comment dirais-je, il avait un album qu'il devait lancer et qu'il avait besoin d'une participation. J'ai donné ma participation. Je pense que c'est par rapport à cette participation qu'il m'a fait cette dédicace. Bon, finalement, ça a été prémonitoire et ça se retrouvait. Et l'épisode Malinga? L'épisode Malinga, je suis allé à Malinga parce que c'était pas d'abord Malinga, j'étais en DD. Je fais 3 jours en DD. D'accord. Je dormais juste à l'hôtel qui est à côté de la gendarmerie. C'est pour vous dire qu'il y a un hôtel à côté de la gendarmerie de DD. Je dormais là. Je mangeais en Dédé, je me baladais dans Dédé. Mais vous faisiez quoi de ce côté? Mais j'étais en exploration? Non, j'étais avec un frère avec qui nous étions à l'université ensemble. Il m'a dit, pour dégager la pression qu'il y a à Libreville, viens ici, moi j'ai mes plantations, tout ce que j'ai. Et on va passer un bon séjour. Je suis arrivé. Et puis par la suite, lorsque j'ai vu le communiqué à la télévision, où on me demandait maintenant d'être là, des injonctions et autres, il m'a dit, mon frère, il est mieux, je vous le dis clairement, il est mieux que l'on traverse. Je dis, on traverse pourquoi? Donc, le temps que les fêtes passent et que cette fièvre passe. Nous sommes arrivés à Malinga, personne n'a été au poste de police. Nous étions dans une chambre, il y a des chambres on va appeler ça hôtel, à la Malinga. Nous étions dans cette chambre-là. C'est moi qui ai demandé à mon frère d'aller au poste, de signaler que je suis là et de demander si on peut avoir un pass pour traverser, y compris moi, la voiture et lui. Je pense que c'est 25 000 ou 30 000. C'est au moment où il va au poste que les agents vont le poser avec qui vous êtes. Vous êtes avec un VIP. Et moi, je suis à la maison, ils vont venir, monsieur le ministre, vous n'avez rien à faire ici. Répartez sur Libreville. D'accord. C'est tout. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Ils ont fait un cortège pour me prendre de Malinga. D'abord, ils ont proposé des hélicoptères que je refusais. Je ne suis pas une star. Ils ont mis en place un cortège avec la DGM. J'ai été escorté comme un vulgaire bandit de Malinga jusqu'à Libreville. Non, Malinga, Mouila, Libreville. J'arrive à Libreville au niveau de. Nous arrivons à Libreville au niveau de 1h, minuit, 1h. Nous sommes télescopés, du moins, attendus par une armada de voitures. Lorsqu'on arrive à la DGR, on me dit, monsieur, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici, parce qu'on n'a aucun dossier sur vous, vous êtes député. Vous voyez les faits? Les faits sont ceux-là. Je rentre chez moi, mais la maison est encerclée, on met des agents autour, soit disant que je veux fuir. Mais on me dit que je n'ai aucun dossier, pourquoi je ne peux pas me déplacer? La mobilité, elle est consacrée par la Constitution de la République. Les allées et venues sont consacrées par la Constitution. Et c'est le lendemain, c'est les agents qui me réveillent pour me conduire manu militari à l'Assemblée nationale pour assister à la levée de mon immunité parlementaire. Et j'étais escorté. Vous étiez quand même notifié quand vous êtes revenu de Malinga que la levée se fera le lendemain? C'est le lendemain à 8h que j'ai reçu, je pense, Maître Moulungi, l'huissier de justice, qui est venu me remettre une convocation sans dossier. À 8h et que j'étais entendu à 10h. Et donc 8h, je prends la convocation, 10h je me présente à l'Assemblée avec mes avocats puisque les textes de l'Assemblée le permettent. Et je suis
étonné d'entendre le président de la commission, M. Ndangoy, vous êtes là, nous sommes ici, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas ceci, nous voulions que vous nous dites, entre collègues députés, ce que vous avez fait, passez aux aveux. Mais écoutez. D'accord. Et la suite, nous la connaissons. Racontez-nous un peu votre séjour à la prison centrale de Libreville. Comment se passaient les journées et les nuits de ce côté? Bon, écoutez, je pense que sur le séjour, vous avez assez appris, parce qu'avant moi, d'autres co-détenus ont déjà parlé. Et ce que je veux dire, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce que ces moments ont été des moments très difficiles. Ces moments ont été des moments de persécution. Au-delà des difficultés que nous éprouvons chaque jour, puisque je ne vais pas revenir sur ces faits, mais il y avait encore l'effet Covid. Vous voyez, donc pendant cette période, nous n'avions même pas accès aux parents. Ça a été des moments très durs, des moments très difficiles, et le réconfort et le salut, nous l'avons trouvé dans la parole, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ces moments, je les oublie totalement. On dit que vous avez été victime d'agression là-bas au niveau de la prison centrale de Libreville, vrai ou faux? Bon, écoutez, cette agression, à mon niveau, elle est avérée. Au niveau des autres co-détenus qui ont été agressés, elle est avérée. Mais malheureusement, les enquêtes ne l'ont pas prouvé. On n'a pas de rapport d'enquête. Comment ça s'est passé, cette agression? Bon, pour revenir sur ces faits, c'était le 26, je pense la nuit du 25 au 26. J'étais dans la cellule que j'occupais et j'ai entendu des cris. Il y avait des cris, quelqu'un qui criait. Et c'était pas loin, puisque les bâtiments, c'était pas loin, il y avait des cris. Et par la suite, j'ai entendu des gens demander où est la cellule de Justin Ndangoy. Donc c'était une opération bien commandée, bien huilée et bien commandée. Où est la cellule de Justin Ndangoy pour la solution? J'ai compris que j'étais la prochaine personne à passer à tabac. Donc 3 individus sont rentrés dans la cellule, cagoulés, pas avec l'uniforme de la sécurité pénitentiaire. Ils étaient cagoulés et ils m'ont ligoté les mains, ils m'ont ligoté les pieds. Ils avaient des cordes, vous voyez les espèces de cordes avec lesquelles on remonte les camions là. Tout à fait. Vous voyez, ils avaient des cordes comme ça. Bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme frappe et autres, et menaces, des injures. Bon, écoutez, ils nous ont agressé, vraiment ce qu'on appelle une agression. D'accord. Mais Dieu soit loué, après cette étape, on a connu une bonne et meilleure étape. Avec l'arrivée du commandant chef de la sécurité pénitentiaire, Effaillant. M. Jean-Germain, le général, un monsieur que je respecte beaucoup, avec l'arrivée du directeur de la prison centrale, vraiment, nous avons été dans une période où nos droits étaient respectés malgré les conditions d'incarcération, mais il y avait une considération même et un respect lorsqu'on nous parlait. Donc, M. Télésphore aussi a été d'un grand appui. D'un grand appui. Il a fait son travail professionnellement et nous avons senti la différence entre ceux qui ont la conscience professionnelle. Malgré les instructions, il y a la conscience professionnelle qui est là. Et je peux qualifier les autres autorités qui étaient là bien avant nous. D'accord. Alors, comment ça se passait avec les autres co-détenus? Bon, la boy, comme on disait. Vous voyez là-bas? On a fait 3 ans et demi, nous avons passé 3 ans et demi en total isolement. Les portes ne s'ouvraient que pour prendre soit un colis, soit prendre des médicaments, soit lorsque l'avocat passe pour vous rendre visite ou vous avez un parent qui a pu obtenir une visite. Donc pendant 3 ans et demi, chacun était dans sa cellule et on se parlait pas du tout. Bon, d'accord. Et on a commencé à se voir, je pense, à partir du mois d'avril 2023, mars-avril 2023, les portes ont été ouvertes, on a remercié Dieu pour cela. Et c'est à partir de là que les conditions se sont améliorées. Nous n'avions pas de télévision, nous n'avions rien du tout. Mais malgré les réticences qu'il y avait, malgré les blocages et les instructions, nous avons quand même ressenti au niveau de la prison centrale la volonté de nous donner accès à la radio et à la télévision et par la suite nous les avons eu. C'est pourquoi je tiens encore vraiment à les remercier. C'est vrai que lorsqu'on sort de prison de ces conditions, on a comme l'impression que nous les oublions, on n'oublie personne. On n'oublie personne. Ça a été une seconde famille pour nous. Quelle est la différence entre Justin Ndangoy d'aujourd'hui et Justin Ndangoy de l'époque, c'est-à-dire celui qui allait en prison, il est sorti, et celui qui était sans ennui judiciaire? Très bien. Le Justin Ndangoy aujourd'hui est celui qui revient des eaux du baptême. Vous voyez un chrétien, lorsqu'il confesse le nom de Jésus-Christ et qu'il accède au baptême par immersion d'eau, est une personne nouvelle. Et c'est ce que consacre la Bible. Et donc la prison a été pour moi comme une période où je devais me baptiser aux réalités. Parce que lorsque je suis allé en prison, j'ai vu un autre Gabon. Il faut visiter les prisons pour savoir comment est véritable notre pays. Lorsque nous passons dans les cylindrés, les SUV, nous n'avons pas la réalité du pays.
Mais lorsque nous sommes dans ces endroits, vous changez. Vous êtes automatiquement obligé de changer d'approche, de changer la manière de voir les choses. La manière, même le comportement, même devant la chose publique. Parce que vous comprenez que en réalité, nous sommes des serviteurs. On n'est pas là pour se servir, mais nous sommes des serviteurs. Et c'est ce que cette prison m'a enseigné. Et je puis aussi, par la grâce de Dieu, vraiment connaître un changement total sur ma foi. Et c'est dans ces conditions-là que nous pouvons expérimenter réellement est-ce que Dieu existe. Et nous sommes rentrés, nous sommes ressortis avec la conviction que Dieu existe, parce que nous avons vu ses hauts faits, nous avons vu ses bienfaits. Vous avez l'ancien, j'ai envie de dire, le fils de l'ancien président de la République vous a trouvé en prison, juste avant votre libération. Vous l'avez rencontré là-bas? Oui, nous nous sommes rencontrés effectivement, parce qu'il s'agissait d'une confrontation sur le processus d'acquisition des bus Transeurope. Et nous nous sommes rencontrés. Dieu soit loué, il a reconnu tous les faits, du moins tout ce que j'ai dit, il a validé, il a reconnu les faits, et par la suite, il s'est même avancé, il s'est justifié devant moi, en se disant devant tout le monde, là, il parlait en se disant que ce n'est pas lui qui m'aurait envoyé en prison et qui se serait battu pour moi, et que je devais le croire parce que c'était un frère. Il a tout fait pour que je sorte de prison, mais ça a été compliqué pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Et avec les autres, vous n'avez pas vu Syria Kumvoranjani, Yann Goulou? Non, pas du tout. Vous n'étiez pas dans le même quartier? Je sais que nous étions dans le même quartier parce que lorsque les colis arrivaient ou lorsque on faisait sortir un détenu, nous étions dans le même quartier. Mais comme je dis encore, les autorités de la sécurité pénitentiaire n'ont pas voulu que... Vous imaginez que lorsque vous êtes en prison, vous entendez des propos que tiennent certains de vos frères ou compatriotes à l'extérieur, et après ces compatriotes se retrouvent à être dans la même situation que vous. Vous voyez un peu, donc à chaque fois lorsqu'il s'agissait que nous étions déjà dehors, on avait déjà accès au couloir et à la télévision, lorsqu'il s'agissait de faire des mouvements les concernant, on regardait les cellules et puis ils sortaient pour ne pas les humilier. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, vous les regardez comment? Ce sont des frères, ce sont des frères. Je vous dis que j'ai connu mon baptême. Le baptême des eaux. Je connais mon baptême. Et donc c'est pour dire. Vous optez pour le pardon à l'endroit de Noureddine Bongo Un chrétien qui ne pardonne pas n'est pas un chrétien. D'accord. Un chrétien qui ne pardonne pas n'est pas un chrétien. Jésus l'a recommandé 77 fois. Et nous savons aussi, selon la parole, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et donc je n'ai pas affaire aux individus. J'ai affaire aux éléas de la vie. Et je continue mon chemin. Mais comment vous êtes dehors aujourd'hui, vous qui vous étiez en prison, vous êtes dehors aujourd'hui alors que Aïe Kongoni est toujours en prison, Christian Patrichita Nazam Badinga y est toujours, Emmanuel Norbert Tony Ondomba y est toujours, et peut-être d'autres personnes. Comment expliquez-vous cela alors que vous, Bla et les autres sont dehors? Est-ce que Bla a quand même concouru dans une moindre mesure à votre libération? Bien, écoutez, mon vœu le plus ardent, c'est qu'ils soient tous libérés. La prison que nous avons connue en moins de 2 ans peut, si je ne m'exagère, peut équivaloir à 8 ans, 10 ans de prison. Parce que ça a été des conditions vraiment extrêmes. Et aujourd'hui, mon vœu, c'est de les voir dehors. Mon vœu, c'est qu'ils soient libérés. D'accord. Quitte à mettre des libertés conditionnelles, mais qu'ils soient libérés. Et donc, ce n'est pas facile que j'aborde, ce n'est pas du tout facile, ou du moins avec facilité que j'aborde ce sujet, parce que hier nous étions ensemble. Aujourd'hui, je connais la liberté. Je loue Dieu. Je loue les autorités. Vous êtes quand même de la transition. Je loue les autorités de la transition. D'accord. Je loue les magistrats qui ont accédé à la demande de liberté que mes avocats ont formulée. Qui vous a libéré? Brice Lacruche Alianga qui a demandé, comme il a demandé selon la presse, pour Grégory, ou ce sont les autorités du CTRI? Un détenu qui libère un autre détenu, c'est la première fois que j'entends parler de cela. D'accord. Je sais que le vent a tourné lorsque il y a eu le coup d'État du 30 août 2023. Le vent a tourné. Et les dossiers tels que je vous les présente, au niveau de l'OPRAC, j'étais poursuivi pour près de 1,8 milliard. Aujourd'hui, il ne reste plus que 100 millions de francs CFA.
et pour lesquels je dispose de l'entièreté des preuves. Parce que les 100 millions de francs CFA, c'est quoi? C'est juste que le juge accède bien au fait que les 100 millions que j'ai perçus comme prime étaient dus. Mais le juge voudrait se rassurer que les autres ministres aussi, qui étaient là avant moi, ont perçu cette prime. Et il coule de source au regard au regard des différents documents que nous avions, que depuis Julien Kogue-Bekale, Paulette Mengue-Morodo, Rémi Océlendon, Flavienne Foumou Ondo, Esther Ondo, Ernest Pouepiga, Justin Toudangol, tout le monde a touché cette prime. Et pour démontrer le caractère d'un usage, on a 3 critères. Pour montrer que c'est un usage d'entreprise, on a 3 critères. Le premier critère, c'est la généralité. Le deuxième critère, c'est la fixité. Le troisième critère, c'est la constance. Est-ce que cette prime était générale? Oui, elle était générale. Elle a été payée depuis l'ancien Premier ministre Julien Kogue-Bekale, qui était ministre des Transports, jusqu'à Justin Toudangol. Est-ce qu'elle était fixe? Oui, c'était 10 millions par mois. Est-ce qu'elle était constante? Oui, il n'y a pas eu de rupture de paiement. Et donc, ces 3 critères réunis, le juge n'attend que les preuves de la part de l'OPRAC pour attester que exactement nous payons cette prime. Mais déjà dans le rapport d'audit de la Cour des comptes, l'ancien directeur général, Alassa, avait déjà donné ce témoignage. C'est considéré dans le rapport que c'est une culture d'entreprise, c'est une pratique d'entreprise. Et donc, vous voyez, lorsque vous avez un dossier de 1,8 milliard, il reste 100 millions pour lesquels il y a déjà, c'est presque effacé. Quand vous demandez la liberté provisoire, les magistrats ne peuvent accéder. Du côté de la marine marchande, j'étais poursuivi, soi-disant pour un détournement de 162 millions. De 162 millions, nous sommes passés à 138 millions. De 138 millions, nous sommes passés à 20 millions. De 20 millions, le juge a conclu qu'il n'a pas pu établir que j'avais connaissance de l'origine frauduleuse des 20 millions. Déjà, ces 20 millions ne sont pas justifiés. De 2, je n'avais pas connaissance. De 3, pourquoi me refuser la liberté provisoire? Donc, les 2 libertés provisoires que j'ai obtenues, ce n'est pas, comment dirais-je, sur le plan dossier, j'ai totalement raison, mais j'attends seulement que la justice le confirme. Mais sur le plan institutionnel, il y a un coup de pouce avec l'arrivée du CTRI. Avec l'arrivée du CTRI. Et avec l'arrivée du CTRI, les choses ont changé, les choses se sont accélérées, les libertés conditionnelles provisoires que nous demandions, dans mon cas, cela a été validé, cela a été accepté. Donc, je ne peux que louer la venue du CTRI et bénir les dirigeants, les autorités actuelles. Les autorités. On va y arriver au CTRI, c'est le dernier point de cette émission, mais vous confirmez, parce qu'il y en a qui disent que ceux qui sortent de prison depuis l'arrivée du CTRI au pouvoir donnent quand même une partie de ce qu'ils auraient détourné au compte de l'État. Vous confirmez que tout est sur le droit? Sur ce point, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais concernant, il y a une demande de liberté provisoire qui a été acceptée. Et les montants en cause, c'est 20 millions et 100 millions. Vous l'avez dit. Voilà, donc vous avez éclairci ce côté. Donc voilà. Il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de transfert de fonds, il n'y a pas eu de restitution. D'abord, ces fonds n'ont jamais existé. D'accord, ok. Voilà. Alors, comment avez-vous vécu le coup d'État? Certains appellent coup de libération, mais on reste légaliste. Le coup d'État du 30 août, orchestré par les forces armées gabonaises. Je vais réitérer que ce coup n'est pas un coup d'État. D'accord. C'est un coup de libération. Bon, ça, c'est selon. Et voilà, ça c'est selon. Et moi, j'en suis la preuve. Parce que les faits que je vous annonce, vous avez vu, depuis le processus de l'interpellation au niveau de l'Assemblée, de l'enquête préliminaire, au niveau de l'instruction, je vous ai fait valoir le caractère abusé de cette procédure. Déjà, la loi me protégeait, la loi me mettait hors de cause, que les faits soient constitués ou pas. J'étais hors de cause selon la loi. Mais par la suite, au regard des faits, je suis encore hors de cause. Mais malgré cela, qu'avez-vous constaté? Qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu 3 ans et demi de prison. Et donc, ce coup d'État, moi je ne peux pas le qualifier coup d'État. Je ne peux que le qualifier de coup de libération parce que c'est ce coup qui m'a donné la libération. Ça, c'est à mon niveau. Au niveau du pays, de manière générale, je peux aussi confirmer que c'est un coup de libération. Pourquoi? Parce que le fonctionnement du pays n'était pas fait ne se déroulait pas selon la réglementation, selon l'orthodoxie de gestion, selon les pratiques
les mieux, les plus approuvés. Mais beaucoup peuvent se demander que ça s'est passé comme ça à quel niveau? Quand vous êtes allé en prison ou bien quand vous étiez aux affaires? À quel niveau ça ne se passait plus bien? Lorsque j'étais aux affaires, il y avait déjà des anomalies que nous signalions. Il y avait des choses que nous ne cautionnons pas. Il y avait des dossiers qui passaient en conseil des ministres sans avoir été analysés en conseil interministériel. Et des fois des dossiers qui impactaient mon département. Je vous prends par exemple la suppression du conseil gabonais des chargeurs. Je l'ai appris en conseil des ministres. Ça a été rajouté que nous allons supprimer le conseil gabonais des chargeurs. Et qui avait rajouté ça par exemple? Mais à la circonstance, je ne sais pas, mais je sais que le Premier ministre, Julien Koké-Bekele, a pris la parole pour annoncer la suppression au motif que le conseil gabonais des chargeurs serait acteur, serait grandement responsable dans le coût, la cherté de la vie. Alors que ce qui est totalement faux, le conseil gabonais des chargeurs aujourd'hui continue à fonctionner et les taxes que le conseil gabonais des chargeurs prélève, c'est quoi? C'est 40 000, c'est 20 000, c'est 15 000 sur un conteneur. Que représente 20 000, que représente 40 000. C'est ça qui fait la cherté. Lorsqu'on a un conteneur chargé, on va dire, de peut-être 3 000 ou 4 000 boîtes sardines ou autres conserves, et qu'on applique 40 000 sur ce conteneur. Ce sont ces 40 000 repartis sur les 3 000 boîtes sardines ou les 3 000 conserves, ce sont ces 40 000 qui vont entraîner la cherté de la vie? Non. D'accord. Alors, voilà. Monsieur le ministre, revenons au coup de libération, coup d'État, ça dépend de l'entendement et de la sémantique de chacun. Aujourd'hui, est-ce que vous comptez rencontrer le président de la transition? Vous avez déjà déposé une demande d'audience? L'objectif aujourd'hui n'est pas de rencontrer le président de la transition. Vous comptez quand même le rencontrer? Je compte le rencontrer. D'accord. Vous avez déposé une demande d'audience? Je déposais la demande d'audience dans le cadre de la création de la plateforme Horizon. D'accord. Je déposais la demande d'audience. Mais l'objectif n'est pas de rencontrer pour rencontrer le président de la transition. L'objectif est de dire qu'est-ce que moi j'apporte au pays en ce moment. Nous allons vers un nouveau Gabon. Oui, on va y arriver, on va y arriver à la plateforme de la transition. Alors, beaucoup estiment que le délai de la transition, c'est-à-dire que les élections auront lieu en août 2025, que ce délai est court. Vous également, vous estimez que c'est court? Eh bien, pour apprécier si le délai est court ou s'il est long, au vu des tâches à accomplir. Je pense qu'il y a un dialogue national qui doit être organisé. Je pense aussi qu'il y a un référendum et entre-temps, il y a le toilettage des institutions en termes de textes et autres. Nous allons apprécier au regard du progrès accompli dans ces missions. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui pour dire c'est long ou c'est court. Non, c'est au regard du progrès accompli. Au regard de l'organisation du dialogue national, les lignes directrices qui sortiront de là, les grandes décisions qui sortiront de ce dialogue, le temps de toiletter et d'intégrer ces décisions dans le corpus légal du pays, le temps d'organiser le référendum, les résultats et autres, comment apprécier les choses au fur et à mesure. Je pense que, comme l'on dit, je suis pour la méthode piano, pas à pas. D'accord. Pas à pas, et non se prononcer comme ça. Vous avez quand même déposé vos suggestions, vos propositions pour ce dialogue à venir? Malheureusement, moi, on déposé les suggestions, Vous étiez encore en prison? J'étais encore de l'autre côté du mur. Je préfère l'appeler comme ça, en prison, j'étais encore de l'autre côté du mur. D'accord. Et je n'ai pas pu, mais je fais confiance à tous nos frères et sœurs, à nos compatriotes qui ont certainement, je crois, hein, puisque j'ai vu le nombre de contributions, je pense que tout le monde se retrouve là-dedans. Ce qu'il y a à faire, c'est au vu des contributions, qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que vous voulez pour le Gabon au terme du dialogue national en guise de réforme des institutions et de lois? Vous savez, ce que je réclame à cri et à corps que je peux prononcer ici, c'est la justice. D'accord. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. D'accord. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de pays. Parce que s'il n'y a pas une justice, les gens vont continuer à perpétuer les détournements des biens publics. Tant qu'il n'y a pas de justice, il y aura des crimes rituels. Tant qu'il n'y a pas de justice, il y aura des passe-droits. Il y aura des spoliations. Le socle, c'est la justice. Raison pour laquelle la devise, c'est union, travail, justice. Les questions de limitation de mandat, ça ne vous dit rien? Les questions de limitation de mandat, moi, je ne peux pas me prononcer. Ça ne me dit rien. D'accord. Ce que nous voulons, c'est l'essor du pays. Ce que nous voulons, c'est le développement. Donc, les présidents peuvent rester là jusqu'à la mort? Il ne s'agit pas de rester là jusqu'à la mort. Il s'agit de travailler. Même si les mandats ne sont pas limités, si vous ne travaillez pas, et vous partez. C'est tout. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va arriver à la plateforme Horizon. Pourquoi la plateforme Horizon? Pourquoi le nom Horizon et pourquoi avoir créé une plateforme au sortir de prison? Sortir de prison n'est pas la perte de ses droits. Vous voyez, ou du moins être condamné, ou même être inculpé, ou même être détenu préventif.
même être détenu préventif. Vous avez aujourd'hui l'actualité qui nous renseigne. Monsieur Donald Trump, candidat aux élections présidentielles, ancien président des États-Unis, condamné mais continue à concourir aux élections. Vous avez Madame Rachida Dati, mise en examen, ministre de la République en France. Vous avez le ministre de la Justice français. Éric Moretti. Voilà. Inculpé, ministre de la Justice. Instruction, ministre de la Justice. Renvoyé devant le tribunal, ministre de la Justice. Vous voyez. Donc le fait d'être dans ces situations-là ne vous empêche pas de pouvoir contribuer. Nous sommes tous des Gabonais. Pourquoi vous avez créé cette plateforme? Cette plateforme est le canal et le moyen, c'est le socle sur lequel nous nous asseyons pour pouvoir apporter notre part contributive à tout ce qui se fait en ce moment. L'objectif n'est pas une plateforme associative ou politico-politicienne. Ce n'est pas une plateforme de mobilisation. Ce n'est pas une plateforme de campagne. Ce n'est pas une plateforme de meeting. C'est une plateforme pour porter sur la place publique la réflexion, l'action. D'accord. Alors, les propositions. Vous comptez vous étendre sur l'ensemble du territoire national? Effectivement, le Gabon ne se réduit pas à Libreville. La capitale économique, elle est à Port-Gentil. Vous n'avez plus la position que vous aviez hier au niveau du gouvernement. Où allez-vous trouver les fonds pour pouvoir faire implanter la plateforme Horizon? Toute association vit de ses cotisations en réalité. Vous avez combien C'est nous qui avons perverti les choses. D'accord. Nous devons vivre des cotisations, des dons, des legs, de subventions. D'accord. C'est ce qui figure dans tous les statuts des associations du Gabon. Mais est-ce que c'est appliqué? Mais nous voulons appliquer cela. Notre objectif, c'est d'appliquer cela. Raison pour laquelle, étant une plateforme thématique, nous avons tous les thèmes, tous les sujets qui intéressent les Gabonais. Nous avons fait un casting, une sélection des membres qui doivent occuper les différentes commissions thématiques. D'accord. Alors aujourd'hui, beaucoup estiment que l'ordre de créer cette plateforme associative venait du palais. Est-ce que vous avez encore les contacts de ce côté? Écoutez, dans notre pays, les raccourcis sont facilement établis. Donc vous n'avez pas de contact au palais? Je ne dis pas que je n'ai pas de contact, j'ai des frères et sœurs. Ceux qui sont là-bas ne sont pas des personnalités inconnues. D'accord. Hein? D'accord. Le président de la transition. Vous connaissez? Nous étions au collège ensemble. D'accord. Le secrétaire général, secrétaire général de la présidence, c'est un aîné que je respecte beaucoup. D'accord. Du fait de sa formation, du fait de tout ce qu'il fait, qu'il contribue sur le plan intellectuel au niveau du Gabon. Et donc, les conseillers qui sont là-bas, ce sont des frères. Et donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas de contacts, j'ai des contacts. Mais nous n'organisons pas cette plateforme, nous n'avons pas mis en place cette plateforme pour aller vers la présidence. Non, c'est pour contribuer au débat actuel. Nous allons vers un nouveau Gabon. En 2025, on aura un nouveau Gabon, avec de nouvelles institutions, une nouvelle assemblée, un nouveau Sénat, une nouvelle Cour constitutionnelle, et dans tous les démembrements de l'État, tout sera nouveau. Est-ce que nous allons rester là, assis, et attendre que ces choses se réalisent devant nous, se matérialisent, sans que nous ne prenions part? Nous voulons être à la base, être dès le soubassement, avant que la fondation ne sorte. Après la sortie officielle, c'est quoi la prochaine activité? Après la sortie officielle, la prochaine activité, on va procéder aux nominations d'ici peu, sous peu, on va procéder aux nominations. Par la suite, nous allons organiser une assemblée générale qui va tracer les grandes lignes de l'action que nous allons mener en 2024. D'accord. Alors, quand vous êtes allé en prison, vous étiez encore, jusqu'à votre arrestation, secrétaire général de l'Association des jeunes émergents et volontaires. Que devient la GEV aujourd'hui, puisque vous créez Horizon? Bien, en créant Horizon, vous comprenez tout simplement que je ne suis plus à la GEV. Ah, vous n'êtes plus à la GEV? Je ne suis plus à la GEV. Pourquoi? Si je ne suis plus à la GEV pour des raisons aussi simples. Le contexte dans lequel nous avons créé la GEV ne se retrouve plus aujourd'hui. Ali Bongo n'est plus là. Non, ce n'est pas tant Ali Bongo, la manière de faire les choses. D'accord. Ce n'est plus la politique politicienne. Nous avons tous pris conscience de la nécessité de œuvrer à la construction de ce Gabon. D'accord. Il ne s'agit plus de suivre un homme, il s'agit de suivre un pays et l'essor du pays. Vous avez demandé pourquoi nous avons trouvé le nom Horizon. Nous avons trouvé le nom Horizon justement parce que l'essor vers la félicité est un horizon. Raison pour laquelle la plateforme est baptisée Horizon, notre essor vers la félicité. D'accord. Mais vous dites que vous ne suivez pas un homme, alors que lors de votre sortie officielle, c'était l'effigie d'Oli Nguema Brice Clotaire, président de la transition, chef de l'État. Oui. Il était sur les bancs. Oui, pourquoi? Comment expliquez-vous cela? Parce que c'est la figure emblématique du CTRI. D'accord. C'est le président du comité
de transition pour la restauration des institutions, président de la République, chef de l'État. D'accord. Donc voilà. Le jour qu'Oligui ne sera plus là, vous allez mettre la banderole du visage de quelqu'un d'autre? Non, il ne s'agit pas, ça c'est des raccourcis un peu... Non, c'est une question que le Gabonais peut bien se poser au quartier. C'est normal, c'est des questions, chacun est libre. D'accord. Depuis 90, on a accepté que les gens pensent, chacun pense à sa manière tout en respectant les droits des autres. Nous l'avons fait parce que la première étape pour nous, c'est accompagner le CTRI. La première étape. La deuxième étape serait accompagner toujours le Gabon. Derrière le CTRI sur le Gabon, est-ce que ce que le CTRI fait aujourd'hui est louable ou pas? C'est plus que louable. C'est plus que louable. Aujourd'hui, on a un ordre dans ce pays. Aujourd'hui, on a une discipline dans ce pays. Vous savez, moi, je reviens de l'autre côté du mur. Qu'est-ce que j'ai constaté? Aujourd'hui, je vois que devant tous les bâtiments de la République, vous avez les véhicules garés. Cela signifie que les gens sont au travail. Je vois comment ils sortent à 5 heures dans Gondier pour aller au travail. Alors qu'à l'époque, c'était quoi? Je suis fonctionnaire. Je peux arriver au travail à 10 heures, je peux arriver au travail à 11 heures. Ou je peux ne pas y aller. J'aurai mon salaire à la fin du mois. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Lacruche Alianga, qui était votre mentor? Brice Lacruche Alianga n'a jamais été mon mentor. Nous avons collaboré dans la création de la plateforme AGEF. Être mentor, ça signifie quoi? Être mentor, cela signifie que je vous prends du niveau 0 et je vous amène à faire de... C'est pas lui qui a fait de vous ministre? C'est pas lui qui a fait de moi ministre, c'est M. Ali Bongo Ondimba qui m'a nommé ministre. Et beaucoup peuvent se dire qu'Ali Bongo, vous connaissez nous, c'est une mec qui lave l'autre. Non. Ce sont des questions que les gens peuvent se poser. Je vous réponds simplement en vous disant clairement que nous avons participé à une campagne. La campagne 2016. Nous sommes, c'est mon frère, M. Lacruche, c'est mon frère. Nous sommes associés. C'est une main d'association que j'ai tendue. Et nous avons mis en place la GEF. J'étais secrétaire général et lui, il était président. Et nous avons conduit la GEF selon la philosophie que nous avons adoptée. Au sortir de là, il y a eu des récompenses et moi, j'ai eu ma récompense. D'accord. Voilà. Et comment vous avez fait votre connaissance? Il est déjà ressortissant du village de Yuga. Oui. Ressortissant du village de Yuga. Moi, je suis de Yuga. D'accord. Et par la suite, nous nous sommes connus aux environs de, je pense, aux alentours de 2004. D'accord. Parce que nous avons été recrutés au même moment pour intégrer Pisochel. Ok, d'accord. Alors, quels sont vos rapports aujourd'hui? Vous vous entendez encore très bien? Comme à l'époque de la GEF? Ce sont des rapports fraternels, c'est mon frère. Vous avez déjà vu depuis... Mais pas plus tard que hier, on était ensemble. C'est mon frère. D'accord. Il n'y a aucun problème. Il est membre d'Horizon, lui aussi? Il n'est pas membre d'Horizon. Il n'est pas membre d'honneur? Il n'est pas membre d'honneur. Que pense-t-il de la création d'Horizon? Ou bien lui-même, il compte aussi lancer son propre mouvement? Ça, je ne peux pas répondre à sa place. Je peux vous donner peut-être le numéro de téléphone, comme ça vous l'appelez. Parce que certains estimaient que ça n'allait plus trop bien entre vous. Non, ça c'est comment vous appelez ça, le Congo, ça, c'est les bruits de couloir, c'est tout. D'accord. Alors, vous créez une plateforme aujourd'hui, alors que vous êtes encore membre du Parti démocratique gabonais, parce qu'on n'a pas encore vu votre lettre de démission depuis que vous êtes sorti de prison. Or, lors du congrès de 2017, il était systématiquement dit que là, quand vous êtes membre du PDG, vous ne pouvez plus faire partie d'une association. Comment vous situez ces choses-là aujourd'hui? Je suis membre du PDG et j'ai créé cette plateforme. D'accord. Vous restez toujours au PDG ou vous comptez démissionner? Pour l'instant, je suis au PDG. Je n'ai pas encore démissionné. Tant que je n'ai pas démissionné, je suis au PDG, je pense. D'accord. Mais quand vous rencontrez Brice Lacruche Alianga, quelle était la teneur de vos échanges sur, naturellement, le Parti démocratique gabonais? Écoutez. Vous en avez parlé? Il faut savoir distinguer les choses. Lorsque M. Brice Lacruche Alianga, nous n'avons pas autre débat que le débat des familles, le débat d'amis. Lorsque nous nous retrouvons, nous ne parlons pas de partis politiques, de X, Y, Z. Non. D'accord. Et que pensez-vous de l'avenir du Parti démocratique gabonais dont vous êtes encore militant? Mais je ne peux pas me prononcer à la place, déjà je reviens de l'autre côté du mur comme je vous ai dit, je ne peux pas me prononcer à la place du secrétaire général qui a su l'intérim aujourd'hui. Ce sont eux les instances dirigeantes, moi je ne peux pas me prononcer. Déjà je n'ai pas encore pris attache avec eux, donc je ne peux pas me prononcer. Mais beaucoup donnent quand même en tant qu'expérimenté, en tant qu'haut commis de l'État. Vous avez forcément une position à donner, comme d'autres l'ont dit. Mais j'aurais été le premier à donner la position. Vous savez, lorsqu'on me lève l'unité parlementaire, qui a voté en majorité? La majorité écrasante, c'est le PDG. D'accord. Voilà. Mais quand je suis sorti, vous avez vu que je posais une démission? J'observe comme tout le monde. D'accord. J'observe comme tout le monde. J'observe. Vous observez? Oui, avant de prendre une quelconque décision. Mais j'observe en fonction de la direction. Décision, il y aura quand même. En fonction de la direction. En fonction de la direction. Ou bien vous espérez que Brice Clotaire Oligui Nguema va peut-être prendre la présence du PDG. Vous préférez regarder d'abord. Pourquoi réduire tout au président de la République? Vous avez dit que c'est lui le président. Donc on ne peut que résoudre. Non, il est président de la République, il est chef de l'État, il est président de la transition. Voilà, il a une mission. Il a une grande mission, c'est celle de redresser ce pays. Il a une grande mission, c'est celle de redonner la dignité
aux Gabonais, il a une grande mission. Son objectif ne se réduit pas au Parti démocratique gabonais. Quelles sont vos perspectives politiques? Lesquelles? Naturellement, la députation, le Sénat. On verra ce qui va se présenter. Moi, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Nous sommes en train de toiletter l'ensemble. Peut-être qu'il y aura un découpage des circonscriptions électorales. Peut-être que les députés de l'Assemblée nationale ne va plus exister. Peut-être que le Sénat n'existera plus. Peut-être qu'on peut fonctionner sans député. Je ne sais pas. D'accord. Attendons voir l'évolution des choses pour pouvoir nous prononcer. Vous avez déjà quand même fait entre-temps un tour au niveau de Franceville? Pas encore. Vous comptez y aller? Faut quand même naturellement. Naturellement. On vous attend là-bas? Vous avez programmé ça pour quand? J'imagine qu'on m'attend. D'accord. Oui. Vous avez programmé ça pour quand? Vous serez les premiers informés. D'accord. Alors, je pense qu'on a quand même fait le tour, Monsieur le ministre. Vous regardez la caméra qui est en face de vous et vous vous adressez aux Gabonais qui vous regardent. Ce n'est pas un discours à la nation exclusivement réservé au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il faut donner à César ce qui est à César, mais en tant que leader d'opinion, en tant qu'ancien membre du gouvernement, en tant qu'acteur important de la République, vous avez la parole, Monsieur le ministre. Bien, écoutez, je tiens encore à remercier le média Renaissance. Comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai accepté cette interview en regardant le nom, l'appellation de votre média. Et je suis dans une phase de renaissance. Je pense que lorsque j'ai été de l'autre côté du mur, personne ne m'a abandonné. Je tiens à remercier déjà Dieu, remercier les autorités de la transition pour avoir pensé à moi, remercier les Gabonais et les Gabonaises, parce que de là où j'étais, j'avais un retour systématique de tout ce qui se faisait. Ceux qui ont payé des messes d'action de grâce, ceux qui ont jeûné, ceux qui ont fait venir les hommes de Dieu pour prier sur ma cause, ceux qui se sont lamentés auprès de Dieu, je tiens vraiment à les remercier. Y compris ceux qui, bon, peut-être ne me portent pas en estime, mais nous sommes des Gabonais. Nous sommes tous issus de ce pays. C'est Dieu qui a voulu, c'est la volonté divine qui a voulu que nous soyons tous citoyens de ce pays. Et donc je tiens à remercier les uns et les autres et dire que la plateforme que nous mettons en place est une plateforme ouverte à tous et à toutes. Nous attendons les bonnes volontés, nous attendons ceux-là qui saisissent la balle au vol, qui saisissent l'opportunité que nous avons aujourd'hui avec le comité de transition pour la restauration des institutions, et de dire aux uns aux autres que nous sommes disposés et à travailler avec toutes les compétences de ce pays. Nous avons été formés par ce pays, nous avons été élevés par ce pays, éduqués par ce pays, nourris par ce pays. Donc je tiens vraiment à vous remercier, à vous et à vos dirigeants, bénir votre chaîne. Merci. Vous dire que je me tiens à votre disposition si vous avez autre chose. D'accord. Juste une petite question avant de fermer l'émission. D'où vous vient le nom Okulu la solution? Eh bien, Okulu la solution, c'est un nom qui m'a été donné par un jeune de Franceville. Il m'a donné ce nom, pourquoi? Parce que c'était d'abord mon détracteur, puisqu'il pensait que je venais au 2e arrondissement comme étant candidat de la GEF, et lui étant pédégiste, et donc il s'est d'abord opposé. Et puis par la suite, quand il a compris que c'est le PDG qui m'avait désigné, donc il s'est rapproché de moi et il a initié une campagne pour pouvoir refaire le circuit qu'il avait fait pour me dénigrer. Et donc à chaque fois qu'il demandait, il demandait une sortie d'argent, 1 500 000, je le remettais. Et puis il m'a dit, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça au PDG, avec nos frères, du moins avec les autres. Lorsque je demandais 1 million, je les avais dans une semaine ou dans 2 jours. Je dis non, mais c'est fait pour ça. Pourquoi te dire, pourquoi demander à ceux que vous reveniez alors que l'argent est là? Et c'est comme ça que lors d'un meeting, il a dit non, voici c'est notre aîné et je donne ce nom, je donne le nom Okulu, et il a ajouté la solution. Et puis il y a une maman qui était quelque part qui a fait une proclamation avec le livre de Daniel. Donc lorsque j'étais de l'autre côté, j'étais attaché à ce livre parce que je me suis retrouvé selon la prophétie de cette maman. Très 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 belle histoire. J'étais dans la fosse au lion, j'étais dans la fosse au lion, j'étais dans la fournaise, mais je suis sorti de là intact. Très belle histoire, et surtout votre rencontre avec Dieu. Ça signifie qu'il est le seul maître de toutes les circonstances et que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Juste rappeler que dans le cadre de ce numéro, l'invité s'appelle Justin Dundangoy. Il est ancien ministre de la République, ancien
député à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui président de la plateforme dénommée Horizon. Avec lui, nous avons fait le panorama de l'actualité nationale sur un peu tous les secteurs. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité. Restez en compagnie de notre programme et je ne vous le dirai jamais assez, l'avenir reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonsoir. Merci.